WIAC's new webinar series. My name is Lisa Palmer, and this is Samantha Darcy, and we'll be hosting today's webinar. So I wanted to start by telling you that when both Sam and I first saw or heard of this long name here, this 22q11.2 deletion syndrome, both of our thoughts were, what is that? We had no idea. We had never heard about 22q before. So if any of you guys out there listening feel the same, don't worry, you're not alone. Most people today recognize names of other common genetic syndromes, maybe Down syndrome or Fragile X syndrome, but 22q remains a condition that's under-recognized by many people, including people like medical professionals, doctors, teachers, and even patients themselves. So this webinar, we just want to give you a snapshot into what 22q is in the hopes of increasing your awareness and knowledge so that you might be able to spread some awareness about this fairly common genetic syndrome, 22q. So we will do that by giving you a bit of an overview about what 22q is. We'll discuss Petit aperçu de ce qu'est le 22q. Nous allons parler des symptômes médicaux, développementaux, et nous allons parler des stratégies que nous pensons peut aider les personnes qui souffrent du 22q et aussi des services offerts à la Dalglish Family 22q, clinique du réseau universitaire. Qu'est-ce que le syndrome de délétion 22q11.2? C'est une condition génétique qui a plusieurs caractéristiques de présence que nous avons en haut de l'écran. Nous avons le syndrome de DiGeorge ou le syndrome vélo-cardio-facial. La raison pour laquelle ce syndrome est méconnu est qu'alors qu'on l'a découvert, il y a eu de nombreuses découvertes. L'interprète s'excuse, l'audition est vraiment très mauvaise. Par rapport au syndrome de George, il était un endocrinologue pédiatrique dans les années 60. Ce qu'il a découvert est que lorsqu'il travaillait avec ses patients, il remarquait que parfois, ces patients avaient des caractéristiques similaires. Ce qu'il a remarqué, c'est qu'il a remarqué des défauts cardiovasculaires. En tant qu'endocrinologue, il a remarqué des bateaux de calcium, des infections fréquentes. Donc, il est celui-ci qui a reconnu et établi ce syndrome et les différentes caractéristiques qui y sont associées. D'autres personnes ont remarqué aussi ces caractéristiques, c'est-à-dire les syndromes cardio-faciaux qui étaient découverts par Robert Frenchy, qui était un spécialiste de l'addiction. Il associait la parole avec le palais. Il a aussi remarqué ces différentes caractéristiques, les défauts cardiovasculaires et des caractéristiques du visage qui sont similaires dans ces différents patients. Donc, ce trouble a donc eu différents noms. Les personnes ne réalisaient pas que c'était le même trouble jusqu'à ce qu'il y ait une détection génétique. Et c'est pour cela que nous savons maintenant que c'est le 22q11.2 syndrome de délétion. Maintenant, on essaye de faire que ce trouble soit défini par le même nom. Vous pouvez voir sur 22q.org. C'est une fondation internationale et c'est leur site. Pour améliorer les confusions et aussi pour que les personnes défendent leurs droits, surtout si les gens vont voir un spécialiste et puis un autre et que l'un diagnostique quelque chose, l'autre 22q. Il est vraiment difficile d'obtenir un bon diagnostic ainsi que le traitement approprié. Voici pourquoi
il a été tellement difficile pour les patients d'être traités traités de façon appropriée jusqu'à présent. Que se passe-t-il? Nous avons cette image ici. C'est une condition génétique où un fragment du chromosome 22 de l'ADN est manquante. C'est une anomalie génétique. Le Q veut, veut dire qu'il y a deux bras à ce chromosome et le Q est la branche la plus longue. Et le 11,2 nous explique plus précisément où il est. C'est comme les coordonnées d'un GPS. Donc 22Q, 11,2. Cela vous explique exactement où est le défaut sur le chromosome. Donc, c'est-à-dire que cette partie dans le chromosome a été effacée. Il y a de nombreuses caractéristiques. Ce n'est pas une seule chose qui se passe lorsqu'on a. Voici d'un point de vue génétique. Et pourquoi cela est-il important? À quelle fréquence le voit-on? Cela affecte à peu près une personne sur 2000 des naissances vivantes. Avant, on disait 1 sur 4000, mais maintenant, on a un meilleur test génétique et on pense que c'est peut-être plus commun que nous ne pouvions le penser auparavant. La seule façon de s'assurer qu'une personne ait ce trouble, c'est un test sanguin, tout simple. Et ensuite, on fait un test qui s'appelle le microarray. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que l'on peut voir ici sur le schéma, c'est que 90% du temps, c'est un changement attribuable génétiquement de novo, c'est-à-dire qu'il est nouveau. Et seulement dans 10% des cas, il est héréditaire. Donc, vous l'héritez d'un parent. Ce que cela veut dire et ce qui est important, c'est que parfois les familles ont des hésitations. Elles prennent des précautions parce qu'ils ne veulent pas se dire « Oh, c'est à cause de moi que mon enfant souffre de cela ». On essaye d'expliquer aux gens que la plupart du temps, la condition est totalement nouvelle. C'est une mutation aléatoire de l'ADN. Donc, cela nous permet de parler un petit peu plus facilement de ce trouble. Quelquefois, ce genre de trouble et de mutation génétique arrive. Peut-être qu'un jour on pourra l'expliquer. Mais il n'y a aucun pointage du doigt sur les parents. La partie héréditaire est aussi intéressante. On peut voir dans certains de nos patients et dans leurs membres de la famille, par exemple, le parent, et nous voyons aussi leur enfant. Et ce qui est assez intéressant, c'est quelquefois l'enfant va être diagnostiqué avec ce trouble 22Q. Et que dans ce cas-là, on suggère que le parent soit aussi testé parce qu'on peut découvrir à ce moment-là que l'un des parents était porteur de ce défaut génétique et que le parent aussi peut obtenir un traitement, mais c'est un pas de géant. Parce que surtout pour les personnes qui sont diagnostiquées alors qu'ils sont déjà plus âgés. En dernier lieu, ce que nous voudrions que les gens sachent, c'est que l'expression de ce trouble varie énormément. Il y a différentes caractéristiques. Certaines personnes auront une caractéristique et d'autres. Donc, on ne peut pas dire que chaque personne réagit de la même façon.
il y a des lignes directrices, mais on doit adapter le traitement à l'individu en fonction de ses caractéristiques uniques. On ne peut pas dire 22Q, ça y est, j'ai tout compris, on va faire ce. Donc, ce dont on va parler maintenant. Quelles sont les manifestations courantes? Voici les plus générales et celles que l'on voit le plus fréquemment, qui ont besoin d'avoir un traitement et de suivi. Mais en vérité, le 22Q peut affecter toutes les parties du corps. Donc, quelquefois, il y aura des problèmes de dentition, des problèmes d'audition, des problèmes de déficience intellectuelle. Il y a d'autres manifestations aussi dont je ne parlerai même pas ici, mais vous pouvez aller sur le site web dont j'ai parlé tout à l'heure pour avoir plus de détails. La fertilité n'est pas touchée. Nous savons que la fertilité n'est pas touchée. Nous savons qu'il peut y avoir des modifications au niveau de la santé physique, mais la fertilité n'est pas touchée, comme il peut être le cas avec d'autres conditions génétiques. Je sais qu'à la clinique, avec Lisa, nous voulons vraiment nous assurer que ces personnes peuvent hésiter à avoir un enfant avec leur partenaire parce qu'il y a des questions de santé. C'est vraiment évidemment important d'en parler, mais il n'y a pas de problème d'infertilité. Ces différentes manifestations sont très légères, d'autres peuvent être plus importantes. Auront autour de 9 de ces caractéristiques. Et très souvent, ils sont vus par différents spécialistes. Et nous vous expliquerons tout à l'heure pourquoi au sein de notre clinique, nous fonctionnons de la façon dont nous fonctionnons. Parce que très souvent, ces individus ont parcouru le système de santé de long en large, ont vu différents spécialistes. Donc, il faut vraiment mettre tout le monde au diapason et c'est un petit peu difficile parfois. On va en parler un peu plus. Problème cardiovasculaire pour commencer. Nous voyons à peu près 75% de nos patients qui ont quelques problèmes cardiovasculaires. Souvent, c'est un défaut. Donc, il peut y avoir un problème au niveau des ventricules, du flux sanguin. Et très souvent, cela peut exiger une chirurgie. Donc, quelquefois, de très jeunes enfants, même des nourrissons, ont dû subir une intervention chirurgicale due aux anomalies cardiovasculaires dont ils souffrent, surtout au niveau du cœur. Les anomalies du palais. On parle du haut de la bouche. On a parlé de Robert Sprinson, qui était un spécialiste de l'addiction. Nombre de nos patients vont voir un tel spécialiste. Quel est le problème au niveau du palais? Quelquefois, les personnes vont parler avec un ton très nasillard. Cela va modifier le son de leur voix. Ils peuvent aussi avoir des infections plus fréquentes des oreilles. Ils peuvent aussi avoir subi des réparations du palais. C'est peut-être une déficience invisible souvent. On peut voir un bec de lièvre où c'est très évident, c'est visible, mais très souvent, c'est au niveau du sous-mucal.
Donc la déficience du palais n'est pas très souvent vue. Encore une fois, c'est une anomalie qui peut passer inaperçue. Des problèmes psychiatriques ou de santé mentale, évidemment, ça c'est un gros point. Notre directeur a été formé en tant que psychiatre. Donc, il y a de nombreuses préoccupations au niveau de l'anxiété, de la dépression, des troubles psychotiques qui sont importants. Un adulte sur 4 qui a le 22Q pourra développer un trouble psychotique important tel que la schizophrénie. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas seulement des préoccupations physiques, mais que ces préoccupations physiques peuvent avoir une incidence sur la santé mentale, que ce soit de voir tous les spécialistes médicaux et toutes les barrières qu'ils doivent surmonter. Cela peut être difficile et avoir un poids sur la santé mentale. J'ai une formation de diététicienne, donc je parle beaucoup de calcium. Nombre de nos patients ont un historique de taux de calcium trop bas. Donc on se dit que les gens ont un problème avec leur ossature ou la santé des os. Mais pour les gens qui souffrent du trouble 22Q, c'est un peu plus important parce qu'il peut y avoir des crises à cause du manque de calcium. Donc c'est un peu plus important que le simple fait de boire assez de lait ou pas. Ils peuvent également avoir des problèmes de thyroïde, hypothyroïdisme ou hyperthyroïdisme. Donc encore une fois, les suppléments de calcium peuvent avoir une incidence sur la thyroïde. Donc encore une fois, il faut faire attention. Les suppléments de calcium peuvent avoir une incidence sur la thyroïde. Donc encore une fois, il faut faire attention. Ils peuvent souffrir de scoliose, c'est-à-dire une courbure anormale de l'épine dorsale. Ils peuvent souffrir de crises, encore une fois. Quelquefois, on peut voir quelqu'un qui est diagnostiqué d'épilepsie ou aussi qui ont des déficiences intellectuelles dont je parlerai tout à l'heure. Donc voici un petit peu les caractéristiques cliniques que nous avons. On remarque à peu près 9 de ces caractéristiques dans les personnes qui souffrent du 22Q. Donc c'est beaucoup. Donc quand on parle de défendre leurs droits et de faire comprendre cette condition un petit peu mieux, formation médicale qui est gratuite, mais on va résumer l'historique médical ainsi que les médicaments sur une petite carte qui tient dans le portefeuille. Et nombre de nos clients aiment vraiment cela parce qu'il est très simple d'aller quelque part et de montrer la carte. Aussi pour les personnes qui leur prodiguent des soins ou dans la famille, c'est aussi plus simple pour eux. Si vous voulez plus d'informations, nous parlerons du site web Surrey Place a aussi beaucoup de bonnes informations. Cela s'appelle Health Watch Tables. Il y a beaucoup plus d'informations là-dessus. Voici les caractéristiques principales et les manifestations courantes. Mon spécialiste. Donc, la mesure de l'intelligence lors d'essais normalisés, leurs capacités intellectuelles sont vraiment très variables. On parle de force, de points forts et de points faibles. On a fait des tests normalisés. Si vous voyez, il y a un déplacement sur la gauche. Une personne normale aurait 200. L'interprète s'excuse, l'audition est vraiment mauvaise.
Il y a une moyenne de 70. La plupart des individus qui ont 22 Q seront à la limite. La plupart des individus qui ont 22 Q seront à la limite, avec un tiers des étudiants qui tombent en deçà de la ligne de norme, c'est-à-dire des déficiences intellectuelles modérées ou importantes. Il y a L'interprète s'excuse, l'audition est vraiment mauvaise. Ce sont des déficiences non verbales. Cela peut expliquer les difficultés dont ces personnes font l'expérience et que les gens, les membres de la famille ou les gens qui leur prodiguent des soins ont du mal à comprendre. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment défendre leurs droits pour qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin à l'école. Cela qu'il faut vraiment défendre leurs droits pour qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin à l'école. Une autre chose, c'est au niveau que le déclin intellectuel parvient souvent entre l'âge de 11 et 13 ans. Donc il faut vraiment adapter nos attentes de ces personnes et que ce déclin peut aussi être un indice de la venue ou du développement d'un risque d'un trouble psychiatrique comme la schizophrénie. Donc il est vraiment important de comprendre cela lorsqu'ils sont à l'école et surtout pour surveiller les modifications qui puissent advenir afin que les traitements et le soutien soient appropriés dans les programmes de soutien du gouvernement. Les difficultés comportementales ou intellectuelles de ces individus se reflètent au niveau d'accomplir différentes tâches, le raisonnement et même de comprendre leurs conditions médicales et de comprendre leurs limitations. Ils ont tendance à ne pas avoir une bonne capacité de jugement. Ils sont souvent impulsifs. On voit aussi des risques importants au niveau de la sécurité sur l'Internet et des comportements sexuels, que ce soit en ligne ou dans la vie. Que ce soit en ligne ou dans la vie. Très souvent, on entend dire que ces adultes sont timides, qu'ils sont tranquilles, qu'ils sont isolés, maladroits en société. Souvent, ils ont des difficultés de communication et des difficultés sociales qui peuvent être assimilées à un autisme léger. Ils peuvent poser des questions de façon répétée ou répéter la même chose. Voilà où on peut recommander le développement de capacités sociales. Ils peuvent aussi physiquement apparaître plus jeunes que leur âge chronologique. Ils ont aussi des capacités d'adaptation limitées. Ils ont du mal à gérer leurs émotions. Donc souvent, on peut entendre dire que ces personnes ont besoin d'attention, surtout lorsqu'il y a des situations qui leur créent de l'anxiété et surtout beaucoup d'appréhension. Par exemple, lorsqu'ils doivent se rendre à une réunion, des émotions difficiles et stressantes. C'est là où il faut mettre en place des stratégies relationnelles. Ils ont aussi beaucoup de mal et de difficultés à se défendre et à défendre leurs droits. Et ils ne vont pas poser des questions ou demander à parler à un avocat. Ils peuvent être très vulnérables quand on leur demande de signer quelque chose.
Ils vont seulement dire je comprends, alors qu'ils comprennent très mal en réalité. Donc ce genre de difficultés peuvent les rendre très vulnérables, qu'ils soient enfants ou lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Ils tombent dans ces cas-là ou lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Ils tombent dans ces cas-là dans la catégorie de victimes. Ils ont du mal aussi à comprendre les indices sociaux ou les indices sexuels en ligne. Quand vous regardez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir qu'ils ont le 22Q. On ne peut pas voir qu'ils sont invalides ou qu'ils ont une déficience. Et quelquefois, les familles, invalidités ou ces déficiences puissent être plus apparentes afin que les personnes qui souffrent du 22Q soient mieux comprises et qu'elles soient plus soutenues plutôt que d'être étiquetées ou que les gens soient malpolis avec eux ou ne les traitent pas bien. On a parlé aussi des difficultés, mais il y a aussi des forces qui sont généralement observées chez ces personnes. Ils ont tendance à avoir une mémoire mécanique et une reconnaissance verbale importante. Ils sont capables de lecture, de décodage et d'orthographe. Ils sont aussi très bons lorsqu'ils travaillent sur un ordinateur. Ils ont donc de bonnes compétences en informatique par rapport aux images. Quand les instructions sont données étape par étape et simples ou par liste, ils sont aussi très bons. Ils sont souvent meilleurs lorsqu'ils ont des tâches pratiques à accomplir. Donc, ils se débrouillent très bien à l'école dans des programmes de coopération. Donc, certaines personnes qui viennent à notre clinique ont des diplômes de collège technique et qu'ils ont la volonté d'apprendre et de faire plaisir. Ils ont un style d'apprentissage qui est plus concret. Donc, on voit des personnes qui sont talentueuses, qui ont l'oreille musicale ou qui sont des artistes. Nous avons des pianistes, des violonistes, des photographes professionnels qui viennent à notre clinique. Il y a des gens qui sont capables d'une belle réussite au niveau du carrière, que ce soit à mi-temps ou à plein temps, au niveau du carrière, que ce soit à mi-temps ou à plein temps. Cependant, il n'y a pas de guérison possible pour les personnes qui souffrent de 22Q. On peut les gérer et les traiter avec un traitement et un soutien approprié et individualisé. Nombre des personnes qui souffrent du 22Q vivent en fait très bien. On parlait des compétences d'informatique et je parlais justement à un client ce matin. Au niveau du côté diététique, nombre de nos clients aiment utiliser les applications et l'informatique pour gérer leur santé. Nombre de nos patients utilisent cette application pour bien vivre et vivre en santé Donc, il est assez intéressant de voir que nous nous concentrons surtout sur les préoccupations, mais qu'il y a aussi vraiment des façons de les contourner en s'appuyant sur les forces naturelles, les capacités naturelles de ces personnes. Donc, encore une fois, les meilleures stratégies de soutien, chaque individu est différent, donc les stratégies de soutien doivent être individualisées.
Encore une fois, il faut adapter vos attentes aux capacités, aux limitations cognitives et sociales. Il faut demander aux personnes, s'ils n'ont pas eu une éducation neuropsychiatrique, d'avoir une évaluation faite. Il est très utile quand vous avez affaire avec ces personnes de donner une seule consigne à la fois et que c'est l'information qui leur est donnée. Donc, il est important de leur laisser du temps pour répondre à une question avant d'en poser une autre. Répétez vos consignes, évitez les notions abstraites et les analogies. Sinon, le patient peut être confus. Encore une fois, de répéter les consignes, de bien clarifier, de s'assurer qu'ils aient bien compris et de leur laisser du temps s'ils ont besoin de précision. Si vous revenez à la même question, mais que la compréhension a été un petit peu... Si vous revenez à la même question, mais que la compréhension a été un petit peu modifiée, il faut regarder un petit peu l'ensemble de la situation, écrire les instructions, d'utiliser des schémas simples, des diagrammes, des illustrations. Ces personnes se débrouillent bien lorsqu'ils sont à l'école et qu'il y a une structure et qu'il y a des routines de transition, mais en sortant de l'école, cela peut être une période d'adaptation difficile pour eux. Il faut encourager les modifications comportementales par des mots positifs. D'être calme, de communiquer avec eux d'une façon respectueuse et d'éviter les façons de communiquer trop complexes. Et que les personnes qui prodiguent des soins ou qui s'occupent de cette personne collaborent. En parlant de la clinique, nous sommes de la Dalglish Family 22Q Clinique. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, voici où nous pouvons vous dire nous sommes ici. Nous sommes pas très loin de chez vous, on espère. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir nous voir. Voici des photos de l'espace où nous travaillons. Nous sommes la première clinique au monde qui se spécialise pour traiter les adultes qui ont le 22Q. Vous connaissez peut-être d'autres cliniques dans le monde qui se concentrent peut-être plus sur des enfants, mais pas tant que cela sur des adultes. Et nous nous spécialisons sur les adultes. Nous avons aussi ici, vous le voyez, le logo de Sick Kids, l'hôpital pour les enfants malades. C'est là où nous pourrons voir des enfants qui souffrent de 22Q. C'est vraiment un joli partenariat que nous avons avec eux. Parce que les soins prodigués ne vont pas se terminer. Parce que les soins prodigués ne vont pas se terminer lorsqu'ils quittent l'hôpital. C'est que si l'hôpital Sick Kids a identifié le problème, il n'y a pas de décharge des patients une fois qu'ils passent à l'âge adulte, mais nous allons les suivre pour le reste de leur vie. Nous allons
donc continuer à prodiguer des soins plus axés sur les adultes, mais aussi nous allons pouvoir donner des informations aux différents membres de la famille et aux personnes qui les entourent pour que on les aide à comprendre mieux la condition du patient et que cette personne évolue au mieux que possible et que le patient souhaite que cette personne vienne avec eux. Ce n'est pas tout le monde qui souhaite venir nous voir, mais nombre des personnes qui entourent le patient aiment venir nous voir. Nous avons cette flexibilité quand on voit les gens de pouvoir passer plus de temps avec eux en fonction du besoin. Et très souvent, il le faut. Et d'avoir autour de la même table les différentes personnes qui sont impliquées dans les soins ou dans l'entourage du patient. Parce qu'il est plus difficile de faire passer l'information à un spécialiste, à un autre, etc. Nous préférons rassembler tout le monde et établir un plan d'action commun. Voici comment nous aimons le faire. Donc voici le cadre dans lequel nous aimons travailler. C'est des soins intégrés, non pour le 22Q seulement, mais pour d'autres conditions plus complexes. Il est toujours plus efficace et intéressant d'avoir un modèle d'équipe multidisciplinaire plutôt que de demander à un seul médecin qu'il gère tous ces différents éléments. Ce n'est peut-être pas très réaliste. Ce qui est important, nous acceptons les recommandations de tout le monde, que ce soit de l'Ontario et même pan-canadien. Nous avons des personnes qui nous viennent de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, peut-être même d'autres provinces. Certains de nos patients vivent en Australie, je crois, Indonésie. Nous sommes vraiment très ouverts et nous allons poursuivre notre mandat et apporter notre soutien aux personnes, peu importe où elles soient situées. Je vais vous parler de notre site web dans une seconde. Donc, concernant notre rôle, les services et le soutien qui sont offerts à notre clinique, nous vous avons parlé d'une équipe multidisciplinaire. Nous avons pour le moment 3 psychiatres qui travaillent. Il y a bien sûr Lisa en tant que travailleuse sociale, moi-même en tant que diététicienne. Et nous travaillons vraiment ensemble. Si vous aidez quelqu'un, que vous les amenez pour voir un médecin ou un psychiatre parce que vous faites du souci pour la santé mentale ou la santé psychiatrique, mais aussi pour voir un médecin ou un psychiatre parce que vous faites du souci pour la santé mentale ou la santé psychiatrique, mais aussi s'il y a des soucis diététiques. Vous pouvez venir et vous pouvez nous voir tous en même temps, l'assistante sociale, la diététicienne. Nous faisons aussi des évaluations individuelles. C'est vraiment un endroit où vous pouvez obtenir de nombreux soins. Nous allons vous parler aussi des groupes de soutien de pairs. Nous avons d'un côté la personne qui prodigue des soins, qui peut venir et qui peut partager avec nous leurs préoccupations par rapport aux patients que nous traitons. Souvent, il y aura Lisa ainsi qu'un des médecins. Des sessions de formation au niveau du régime approprié, des tests de diagnostic. Ça, c'est vraiment important. Nous voulons insister là-dessus. Nous voyons des individus que l'on suspecte de souffrir du trouble de 22Q. Si vous pensez que peut-être votre patient en souffre, que vous voulez vous en assurer,
nous pouvons arranger que le test soit fait. Si vous ne savez pas comment faire, aucun souci, nous nous en chargerons. Les soins coordonnés avec le réseau universitaire des hôpitaux, UHN, le réseau universitaire des hôpitaux, UHN. Si besoin est, nous pouvons impliquer les différents spécialistes de la façon la plus bénéficiaire et la plus simple pour votre client. Ce qui est très important, nous travaillons aussi avec l'équipe de cardiologie de Toronto General Hospital. Vous avez vu une photo de notre clinique, c'est un endroit vraiment calme. Donc, si par exemple notre client vient de Thunder Bay, qu'ils doivent prendre un avion, qu'il faut faire leur vérification annuelle cardiaque, ils doivent voir les médecins, avoir des conseils diététiques. On ne veut pas les envoyer à droite, à gauche dans les hôpitaux. Donc, ces médecins du département de cardiologie viendront à notre clinique pour ausculter le patient sur place. On fera aussi directement les électrocardiogrammes. On parle de la santé mentale. Combien de fois est-ce que le patient risque de refuser de faire cette évaluation justement à cause de l'anxiété dont il souffre naturellement? Donc, on trouve que souvent notre client vient ici, il se trouve dans un endroit où ils se sentent bien, qui est calme. Ils aiment y venir. On aura du thé, on aura de l'eau. Ils pourront se détendre. Et dans ce cas-là, l'évaluation de santé mentale sera plus simple. Nous allons bien sûr, nous avons développé au cours des années une très bonne liste de spécialistes qui travaillent avec nous et qui connaissent mieux l'unicité de ce trouble 22Q, même s'ils ne viennent pas sur place. Il y a toujours un endocrinologue qui est à UHN, le réseau universitaire des hôpitaux, qui sera disponible. Cela permet vraiment d'avoir une transition simple et pratique par rapport à passer la journée à l'hôpital. C'est une journée de transition où vous voyez différents membres de l'équipe. Nous offrons aussi des ateliers, des éducations. Une fois qu'ils ont leur rendez-vous final à Sea Kids, ils peuvent venir chez nous et rencontrer toute l'équipe. Et on les accompagne même en marchant jusqu'à notre clinique. C'est vraiment bien. Ils rencontrent les différents médecins, l'équipe, ils prennent les premiers rendez-vous avec nous. Nous avons d'ailleurs une nouvelle session qui sera au printemps l'année prochaine. Nous avons quelquefois des recommandations plus précoces qui nous proviennent du département de psychiatrie ou autre. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous joindre, même si vous n'êtes pas certain que votre patient démontre toutes ces manifestations dont nous avons parlé. Nous nous en assurons. Encore une fois, on fait différentes séances de formation et d'éducation. Nous espérons qu'aujourd'hui, nous vous avons fait part d'informations assez importantes. Ces kids travaillent justement avec des personnes qui prodiguent des soins ou des membres de famille et ils mettent en place une conférence annuelle. Nous irons faire une présentation lors de cette conférence
Nous nous assurons de rester en contact avec les personnes dans le monde entier afin de partager les connaissances les plus récentes et faire des mises à jour. La recherche aussi est importante. La recherche que nous faisons au sein de nos centres et les autres, nous sommes vraiment ceux qui tentons de rassembler les... Nombre d'entre vous ne connaissaient même pas le 22Q jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment peut-on dire que nous recommandons cela? Pourquoi? Parce que nous avons justement cette recherche qui nous est disponible et que l'on peut recommander les meilleurs soins pour les patients et qu'on continue de mettre ces connaissances un jour en fonction des recherches. Nous nous assurons de passer du temps et d'expliquer aux personnes et aux chercheurs pourquoi ils aimeraient être impliqués. Et les patients trouvent que cette évaluation souvent peut les aider. Donc encore merci beaucoup à tous nos clients qui sont ceux grâce à qui on peut développer la recherche pour les générations à venir. Donc c'est vraiment une façon fantastique de rendre à la collectivité. Et voici. Vous avez des informations. Vous avez ici notre numéro de téléphone, notre adresse courriel et tout ce que nous avons dit aujourd'hui est sur le site web a22q.ca. C'est aussi simple que possible. Si vous pensez que vous avez appris beaucoup d'informations pendant cette séance, n'hésitez pas à aller sur le site web, que ce soit pour les éducateurs, les membres de la famille, les professionnels de la santé. Nous voulons seulement nous assurer de faire part de la formation et de la diffuser. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, veuillez communiquer avec nous. Je pense que nous allons... OK, merci beaucoup. Merci à tous. Allez bien sur notre site web.